Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, bienvenue pour ce dernier décryptage qui, ce soir, donc, ouvre le cycle Napoli du Forum des images et qui porte sur un phénomène qui est d'abord littéraire, le phénomène Elena Ferrante. Alors, Elena Ferrante, difficile de passer à côté de ce nom depuis le succès de sa saga L'Amie prodigieuse. Je rappelle qu'il y a eu une traduction en 42 langues, qu'il y a eu plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus, une adaptation en série télé, bientôt une adaptation radiophonique sur France Culture. Cette histoire d'amitié entre deux jeunes filles dans un quartier pauvre de Naples dans les années 50 a charmé le monde entier. Et pourtant, d'Elena Ferrante, on sait très peu de choses, presque rien on pourrait dire. Les théories vont bon train sur son identité, femme, puis homme, femme et homme. Éditrice et traductrice, on sait seulement désormais qu'il s'agit d'une mère de famille, née à Naples en 1943, inspirée de sa propre vie pour écrire L'Amie prodigieuse et sa suite, Le Nouveau Nom, Celle qui fuit et celle qui reste, et enfin L'Enfant perdu. Face à ce mystère persistant, difficile a priori de décrypter les images de ce phénomène, mais c'est précisément tout l'intérêt de cette rencontre, puisqu'aux photos d'un auteur, on va substituer l'imagination. Ce soir, pour évoquer ce phénomène Elena Ferrante, nous allons parler des images qu'elle a elle-même créées ou suscitées, images du Naples des années 50, du Naples pauvre, du Naples de l'amitié, du Naples de la jeunesse, autrement dit, du Naples qui a donné son visage à cette écrivaine qui préfère rester dans l'ombre. Pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagnée de vous, Louisa Prudentino. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes enseignante en cinéma et vous avez contribué à ce cycle Napoli au Forum des images. Merci d'être ici. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On va avoir tout de suite une image. C'est l'image numéro 1 que vous avez choisie, Louisa. Vous allez tout de suite nous présenter cette image parce qu'effectivement, quand on parle d'Elena Ferrante, c'est plutôt ces personnages qui viennent en tête plutôt que l'auteur elle-même. Voilà, donc c'est tiré donc, de la série qui s'est inspirée, comme vous le savez, de la saga, donc la série du metteur en scène italien Costanzo, qui a eu un grand succès en Italie, moins que le roman. Mais je dois dire que, bon, bien évidemment, c'est toujours le cas, hein, le roman est toujours meilleur, que c'est toujours difficile de rendre en image tout l'intérieur vraiment d'un écrivain, mais il a quand même assez bien réussi et il a essayé aussi de faire recours à quelques artifices pour rendre un peu l'idée que Elena Ferrante a en particulier du Rione. C'est quoi le Rione? C'est le quartier, en fait, c'est le quartier, le Rione Luzzati, du quartier Gianturco, donc de la banlieue de Naples, où Lila et Elena, les deux jeunes filles, se rencontrent. Alors, tout de suite, vous avez vu, donc il y a toujours une image du Rione qui est assez grise, assez violente. Un Rione où il y a des lois qui sont respectées, mais ces lois ne sont pas écrites. Donc, elles sont décrétées un tout petit peu par la mafia locale. Elles sont décrétées, elles sont atemporelles. On ne sait pas quand ces codes ont été écrits, pourquoi ils sont respectés, et pourtant, on les respecte. C'est comme ça. Et l'image tout de suite que Elena Ferrante donne de ce Rione, c'est que on peut, même si on a une façon, ou peut-être deux façons de pouvoir s'en sortir, et chaque façon est un peu interprétée des deux filles. Donc, l'une, c'est par le biais de l'éducation, donc avec Lénou ou Elena. L'autre par un mariage qui peut quelque part garantir un minimum d'ascension sociale et peut-être une façon de s'échapper. En fait, de ce Rione-là, on ne s'échappe jamais, on ne le quitte jamais. Et c'est comme si on est vraiment tout le temps dans ce Rione. Et c'est ce que nous pouvons voir dans cette photo. Vous voyez que on a presque, alors Lila a presque la même couleur que les maisons, que le Rione. Elles forment vraiment un ensemble. On dirait que c'est exactement la même chose. Et c'est aussi sa façon au réalisateur de dire, de rendre l'idée d'Elena Ferrante que Lila, en fait, ne veut pas finalement partir du Rione. Elle veut continuer à faire partie, elle voudrait faire en sorte d'améliorer un peu les choses.
Mais ce n'est pas par la fugue, ce n'est pas non plus par l'éducation, puisqu'elle va y renoncer, comme on voit. C'est par toute autre chose, par tout un autre biais qu'elle va y arriver. Est-ce que c'est comme ça que vous représentiez Lila à la lecture du roman d'Elena Ferrante ? De cette manière-là, cette jeune fille, oui, est-ce que vous auriez fait ces choix-là esthétiques de représentation de une image d'une jeune fille à l'image du quartier qui a la même couleur, la même monotonie ou la même tristesse ? Alors, je pense que oui, parce que de toute façon, ça c'est une des images, et c'est l'image vraiment initiale que Costanzo met. Après, il y en a d'autres, mais en fait, j'aurais de toute façon j'aurais fait ce choix-là parce que la grande protagoniste, on le sait, de la saga est Naples. Et Naples, ce n'est pas du tout... on ne peut pas la résumer à une seule image. On ne peut pas la résumer non plus à l'image du Rione. Naples, c'est une ville qui a plusieurs facettes. Et d'ailleurs, on va voir après, on peut dire après, toutes les facettes, tous les personnages représentent une facette en particulier de Naples. Donc, il y a par exemple la Naples du Rione qui est gris, qui est effectivement assez... Et ça, c'est Lila. Elena n'échappe pas. Après, tous les personnages qui habitent le Rione sont pris dans cette logique assez infernale. Et après, il y a la Naples que les deux filles vont découvrir de temps en temps. Par exemple, il y a d'ailleurs une autre image, la Naples de la Piazza Plebiscito. On peut voir, c'est l'image numéro 4. Voilà, comme ça, on va voir le contraste tout de suite. Donc là, c'est la Naples de la Piazza Plebiscito, donc de la grande place de la ville. C'est la ligne de démarcation entre un peu la Naples un tout petit peu plus populaire et la Naples un peu plus snob. La Naples qui, finalement, que les filles vont apercevoir, mais elles sentent très bien qu'elles n'y appartiennent pas. D'ailleurs, il y a un épisode dans le premier tome où Lila se promène avec Lena et Pasquale et Rino, et quand ils arrivent, ils veulent se promener là, alors elle dit parfaitement, on voyait qu'il y avait une diversité humiliante. C'est cette expression-là, une sorte d'humiliante diversité. C'est-à-dire qu'elle sent très bien qu'elle est différente de cette Naples qui est pourtant quand même sa ville, mais qui n'est pas le Rione, donc qui n'est pas le quartier où elle est née. Elle dit, d'ailleurs, je vais citer, « Les femmes étaient totalement différentes de nous, comme si elles avaient respiré un air différent, ou mangé d'autres mets, ou habillé sur une autre planète. » On voit tout de suite le désarroi, la surprise d'un côté, et le désarroi d'Elena, qui est le même de Lila, à la découverte d'une ville qui finalement ne leur appartient pas. Il y a aussi 2 autres épisodes dans le premier volume de cette saga. C'est le moment où Lila et Elena tentent de partir du quartier, et puis finalement, en fait, elles disent qu'elles vont à l'école, et en fait, elles sortent, et elles se rendent compte que sortir du quartier, c'est sortir de leur refuge, de leur maison, et elles sont complètement dans un pays étranger. Et elles se perdent, et finalement elles reviennent, elles font le chemin inverse, et elles se sont rendues compte que le Naples qu'elles ont entreaperçu était un Naples étranger alors même que c'est leur propre ville. Et puis il y a aussi un autre épisode, le moment où Elena, avec son père, découvre Naples, qu'elle n'avait jamais vu. Et dans les 2 cas, on a l'impression que Naples est une ville inconnue qu'elles habitent pourtant. Absolument, parce que c'est justement ce Naples qui est un Naples géographique, donc qui est déjà différent, Piazza dei Martiri, Piazza Plebiscito. Le père après l'amène par Corso Umberto, donc elle découvre les vitrines, elle découvre... Et elle a aussi un moment de complicité avec son père qui est tellement rare. Et donc, dans ce cas-là, c'est le Naples d'où
le Naples coloré, le Naples qui a le Naples affectif, j'oserais dire, presque, qu'elle découvre. C'est juste par bribes, par quelques bribes, elle n'aura pas la possibilité d'avoir cette affectivité toujours avec son père, ni ce rapport aussi doux avec la ville de Naples. Et le fait d'essayer de s'échapper ou d'aller vers la mer, par exemple, cette mer qui finalement elles n'arriveront jamais à rejoindre, là aussi c'est assez symbolique. C'est le fait de dire on ne peut pas, par une simple fugue, sortir de sa condition. Il va falloir, encore une fois, passer par tout un procédé qui est le procédé de l'éducation, qui est le procédé de la lecture, qui est le procédé de l'écriture, etc. Donc, et qui est représenté par le personnage de Lila. Alors, on vient de parler de Lila. Je viens d'évoquer un épisode entre Elena et son père. On va justement voir l'image numéro 2, Elena avec son père. Et on voit tout de suite que Naples, c'est aussi la représentation d'une certaine famille, de certains rapports entre les hommes et les femmes, de certains rapports d'amitié, mais aussi de hiérarchie un petit peu tacite, de règles, et puis des parents, des pères. Alors le père d'Elena est un père pour lequel elle a beaucoup d'affection, à la différence de sa mère, dont elle a honte. Oui, elle a honte, et puis, mais ça c'est aussi un peu, si vous voulez, le transfert un peu qu'Elena Ferrante fait dans la saga, mais aussi dans d'autres romans, notamment L'amour harcelant, de ce rapport extrêmement difficile entre la mère et la fille. Parce que c'est vrai qu'elle a honte de cette femme un peu trop grossière, un peu trop populaire, qui marche mal, qui est toujours habillée de façon... mais quelque part, elle recherche... Dans les 4 tomes, je dirais. Elle recherche toujours cette complicité un peu avec elle. Vraiment, c'est plus une complicité qu'une affectivité, parce que on dirait que l'amour, l'affectivité n'existe presque pas, ou pas de la façon classique dans cette saga. Mais, et quelque part, la mère le recherche aussi. Mais je dirais que la mère a presque peur d'avoir finalement généré une fille qu'elle sent tout de suite qu'elle ne se ressemble pas. Elle sent tout de suite qu'elle lui échappe, mais vers quoi? Parce que de toute façon, le fait, justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'Orion est quelque part quelque chose qui garantit un minimum de sécurité. On sait ce que c'est, au moins. C'est pas bien, c'est violent, mais on sait ce que c'est. C'est injuste, profondément injuste, mais on sait ce que c'est. Mais alors que le reste, on ne sait pas. Et elle ne peut pas comprendre, dans sa condition, elle ne peut pas comprendre que la fille, justement, elle peut avoir les moyens qu'elle n'a pas eu, parce que, quelque part, le savoir, si pour les filles est la seule échappatoire, pour les parents est quelque chose qui peut être pour le père un motif à un moment donné d'un certain orgueil. Ma fille a pu faire ça, ma fille est vraiment douée, ma fille peut, mais pour la mère, c'est toujours une question de peur. Qu'est-ce que cette connaissance peut apporter, puisque c'est une connaissance qui va porter forcément à briser des liens avec quelque chose de connu. Et à briser des frontières d'un quartier. Des frontières. Alors, vous disiez très justement que donc cette Naples d'Elena Ferrante est la Naples des hiérarchies, qui rappelle le féodalisme, qui a tellement marqué finalement la vie sociale du sud de l'Italie. C'est une ville complexe. Bon, ça, on l'a dit, on l'a redit, on le dira pendant tout le cycle. Mais ce qui est très intéressant aussi du premier tome puisque c'est le plus riche quelque part. Après, bon, chaque tome, chaque volume a son histoire, même sa signification. Mais le premier est celui qui finalement pose d'emblée le portrait de Naples et du Rione et de la Naples finalement même des générations précédentes. Par exemple, Donato Sarratore, qui est le père de Nino, qui va devenir l'amant d'Elena et de Lila, etc. Donato Sarratore est un peu le personnage qui symbolise la Naples qui tchatche,
la Naples qui enchante, la Naples qui séduit, la Naples qui va essayer de séduire par des mots, pas avec vraiment un charme intellectuel qui soit véritable. Après, nous avons Fernando Cerullo, qui est le père de Lila. Eh ben, Fernando est le symbole de cette Naples ouvrière, de cette Naples qui laborieuse. Plutôt, voilà, laborieuse, cette Naples artisanale qui a même peur qu'en ce début des années 50, quand l'Italie, Naples, l'Italie en général, va vers la modernisation, eh bien, est-ce que l'artisanat va disparaître ou est-ce qu'il va être intégré? Comment il va pouvoir continuer, s'adapter, etc. Donc, vous voyez, donc, toutes ces facettes. Après, nous avons, et en plus, c'est très, très beau le fait d'identifier un Fernando Cerullo, donc cette Naples qui est aussi orgueilleuse de son savoir-faire, comme par exemple Lila et son frère qui vont essayer de faire la chaussure révolutionnaire. Cette chaussure révolutionnaire, cette chaussure qui est faite à la main, etc., et qui va être complètement différente de l'autre et qui va avoir une autre signification symbolique, on le dira tout à l'heure. Après, il y a les Solara. Et ben, les Solara, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le symbole des lois jamais écrites, mais imposées. Du pouvoir qui s'exerce tacitement. Voilà, qui s'exerce tacitement. Les gens, ils se soumettent comme ça parce qu'ils savent qu'il vaut mieux même pas s'y opposer. Et donc, c'est une image assez forte. Après, nous avons Elena qui représente, Elena avec l'école, qui représente la Naples de la rédemption. Est-ce qu'une rédemption pour cette ville est quand même possible? Est-ce qu'une rédemption pour les gens qui sortent du Rion est quand même possible? C'est un peu Elena. Et puis nous avons Lila qui représente le mystère du début à la fin, la beauté ancienne, les mystères anciens de l'intelligence innée. L'intelligence innée, la créativité. Donc vraiment toutes les facettes. Chaque personnage incarne une facette de Naples. Elena Ferrante dit « Je me suis sentie différente de cette Naples, j'y ai vécu en proie à la répulsion, je me suis sauvée dès que possible, je l'ai emportée comme une synthèse, un succès d'année qui me permet de ne pas oublier que l'existence lèse et humilie par des moyens injustes la puissance de la vie. Cela fait longtemps toutefois que je l'examine au microscope, j'isole des fragments, je les pénètre, je découvre de bonnes choses qui m'échappaient dans ma jeunesse et d'autres qui me semblent aujourd'hui encore plus misérables qu'à l'époque. » Est-ce que vous diriez, Luisa Prudentino, que le Naples que donne à voir Elena Ferrante est une synthèse de Naples avec toutes ses facettes, ou c'est un petit Naples un petit peu différent quand même de la grande ville, et à ce moment-là, Elena Ferrante propose une autre image de ce Naples qu'on ne voit pas dans les autres films et qui ne tient qu'à elle, une vision particulière de Naples. Alors, moi, je dirais une chose, c'est que Naples, c'est peut-être, je dis une hypothèse, celle qui est un peu, peut-être parce qu'elle a des origines orientales, entre autres, parce qu'elle est née quand même, elle a ses origines dans le mythe, on parlera aussi de Didon tout à l'heure, mais elle a des origines vraiment orientales avec une autre légende moins connue que les autres qui rappelle l'Égypte. Donc on est quand même toujours un peu Moyen-Orient, Orient, etc. Alors du coup, comme pour toute philosophie orientale, tout ce qu'on définit est vrai, mais ce qu'on ne définit pas est vrai aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que tout est blanc et tout est noir. Donc, la Naples d'Elena Ferrante, ce qu'elle dit d'Elena Ferrante de Naples, est certainement ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti, mais c'est aussi ce que les Napolitains ressentent. Maintenant, on ne peut pas non plus dire que Naples est uniquement ça. Et d'ailleurs, elle fait attention aussi à dire, même si dans Frantumalia, elle parle de la ville en général, elle fait quand même une distinction dans la saga pour dire qu'il y a un certain désordre, quelque chose d'incontrôlable, quelque chose d'invisible, quelque chose de dérangeant qui appartient surtout aux
Rione et que quelque part, elle laisse penser que toute la ville ne se résume pas uniquement à ça. Et en même temps, c'est tout Naples qu'elle a fui. Exactement. En même temps, c'est tout Naples qu'elle a fui, mais le peu qu'elle... Enfin, le peu, plus que ça même, mais ce qu'elle dit dans Frantumaglia nous fait comprendre que de toute façon, elle a eu le même rapport avec cette ville, le même rapport que Lilla a eu, c'est-à-dire une ville. Elle est déjà née, on devine, elle le dit, hein, donc la mère couturière, donc une mère couturière qui parlait tout le temps dialecte, donc on devine des origines populaires. On devine, elle dit aussi que c'est une ville où elle s'est jamais sentie en sécurité. Elle s'est toujours sentie en danger. Et c'est une ville où elle a jamais adhéré au code des Solara, on va dire, hein, donc à ces codes qui n'ont jamais été écrits, mais elle a expérimenté comment il est facile de franchir la limite de ce qui vous amène tout de suite de la légalité à l'illégalité. Donc, on comprend qu'elle a eu quand même une enfance extrêmement difficile et que forcément, quand elle est forgée comme ça, forcément, après, c'est un peu difficile de découvrir d'autres aspects. Elle le dit, mais elle le dit après, elle dit, bon, je découvre des choses qui sont quand même pas trop mal, petit à petit, elle le redécouvre, mais c'est vrai que Naples porte en soi ça. En même temps, dans son autre roman, L'amour harcelant, qui est le roman qui, quelque part... Qui est son premier roman, paru au début des années 90. Voilà, qu'il a fait aussi un peu connaître. Hein, moins que L'Amie prodigieuse. Beaucoup moins que L'Amie prodigieuse. C'était même, en Italie, ça a été, dans un premier temps, un roman de niche, je dirais, intellectuel pour certains. Après, l'adaptation que Mario Martone a faite à l'écran l'a fait connaître à un public un tout petit peu plus large. Et puis finalement, comme ça arrive hein, toujours, le grand succès de L'Amie prodigieuse a fait reconnaître aussi tout le reste. Et donc, du coup, L'amour harcelant, maintenant, il a été lu un peu partout. Eh bien, je disais, dans L'amour harcelant, nous avons le Naples gris, d'ailleurs on pourra le voir dans l'extrait, on voit ce Naples, ce désordre incroyable, etc. Mais en même temps, c'est aussi la ville qui va permettre à la protagoniste de se réconcilier avec son enfance, et donc avec sa mère. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce de L'Amie prodigieuse pour qu'on ait une idée d'ensemble de cette adaptation télé et donc imagée de la saga d'Elena Ferrante. C'est l'extrait numéro 1. Oui. Questo non può continuare a studiare. Tanti l'esame, lo faccio stesso. E vostra figlia è brava così in tutte le altre materie. Parlate con vostro marito, fatelo ragionare. Perché avesse a studiare sordo che è pure femmina. Perché ci proprio lui. A parlare con me, il fratello riceve esso. Rino, ma basta. Ma capite che... E basta! Questa cosa da scolamento non la voglio sentire più. Elena! Scina, io vengo poco. Ma vengo. Crei, non te ne importa. Quello che fai tu o faccio io? Fu in quell'occasione che mi convinsi che niente potesse fermarla e che anzi ogni sua disobbedienza aveva sbocchi che per la meraviglia toglievano il fiato. Alors voilà, c'était la bande-annonce de la série. On dit que c'est une série assez fidèle oui. à ce premier volume de L'Amie prodigieuse. Je vous ai demandé tout à l'heure si c'était comme ça que vous seriez représenté tous les personnages du roman d'Elena
Ferrante, mais on peut aussi se demander est-ce qu'il était vraiment utile de l'adapter en série télé ? Normalement, vous savez, quand il y a un roman qui a un succès aussi planétaire, ça coupe pas. Mais est-ce qu'ils ont rajouté des images aux images, en fait, parce que c'est un texte assez foisonnant, en fait, L'Amie prodigieuse en tant que tel. Est-ce qu'il y avait besoin de rajouter finalement des images qui n'allaient que souligner ce qui était déjà présent dans le texte ? Si on parle d'un terme de nécessité, effectivement, non, ce n'était pas nécessaire, dans le sens où le texte est déjà tellement imagé que c'est pas, le film, la série, va pas apporter autre chose. En revanche, ce qu'elle apporte quand même, c'est justement parce que moi je trouve qu'une difficulté de la série, et je pense que vous allez me donner raison, c'est que je pense que vous avez fait tous comme moi, c'est-à-dire que au moins dans le premier tome, je ne sais pas combien, et même dans le deuxième, je ne sais pas combien de fois on revient à la liste des personnes, parce qu'on se perd un peu, on se dit c'est qui celui-là maintenant, tiens, je vais aller voir. Et donc, c'est assez dur par moment, parce qu'il y a tellement de personnages, mais elle a eu l'intelligence de le mettre dans les 4 volumes à chaque fois, la famille Cerullo, la famille... Et alors, le grand avantage de la série, c'est que au moins, ça y est, on a un visage. Et de ce côté-là, Costanzo a fait un très bon travail. C'est de simplifier un tout petit peu. C'est le réalisateur de la série. Le réalisateur, de la série, effectivement, a fait ce travail de simplifier un tout petit peu tout ça. Pour que les gens tout de suite puissent suivre un peu plus facilement le récit. Donc, et à force, quand vous mettez un visage, là, vraiment un visage sur un nom, à force, c'est plus fort. Donc, de ce côté-là, je trouve que vraiment la série est extrêmement utile. Après... Mais c'est une sorte de mode d'emploi, en fait. Voilà, c'est ça. Après, la réalisation n'était pas facile, mais elle a été faite avec Elena Ferrante, qui a tenu à suivre pas après pas la réalisation. Donc, ils se sont très bien attendus, chose qui apparemment n'est pas si facile que ça, parce qu'elle est assez dure dans ses propos. Donc, du coup, je pense que c'est quand même un bon travail, et le succès d'ailleurs de la série aussi le confirme. Alors, on a vu des premières images fixes de Lila et d'Elena et de Naples. Dans ce qu'on voit dans cette bande-annonce qui résume très bien de quoi il va être question dans la série et dont il est question dans le roman, c'est l'amitié en fait entre Lila et Elena. Et la vision de Naples qu'on a, c'est peut-être un quartier injuste avec des règles tacites et effectivement violentes, et en même temps des liens très forts qui unissent Lila et Elena, mais aussi certains groupes d'amis et des familles d'ailleurs qui sont unis d'ailleurs par la haine ou par l'amour. Absolument. Mais là, ce qu'on voit en tout cas dans cette bande-annonce, c'est très bien montré. Il y a le changement de musique un petit peu grandiloquent qui l'accompagne très bien. C'est ce lien qui sera indestructible entre Lila et Elena. Indestructible, et en même temps cette compétition qui va tout le temps y avoir, parce que Elena va comprendre tout de suite l'énorme intelligence de sa copine, et elle va essayer quand même tout le temps, il y a tout le temps cette compétition. Et Lila, en même temps, elle ne va pas vraiment être jalouse d'Elena, mais parce qu'elle n'a pas à l'être, mais en même temps, elle sera quand même jalouse un tout petit peu de celle... Elle va apprendre le grec dans son coin parce qu'elle sait que Elena l'apprend. Le fait, voilà. Et donc, il y a toujours ça, mais c'est un peu... Vous savez, ça renvoie là aussi, et je trouve que c'est ça qui est extraordinaire chez Elena Ferrante, c'est le fait d'avoir mis dans ce rapport un tout petit peu le modèle premier des rapports que nous avons dans notre vie, c'est-à-dire la relation entre la mère et la fille, qui est toujours une relation qui est faite de tout ça, de cet amour, de cette même possessivité, on obéit en même temps, on ne veut pas obéir, etc. Et une autre chose qui d'ailleurs est reportée dans cette bande-annonce,
c'est que tout commence en fait par le jeu. Et ça, c'est très important. Alors, je voulais vous dire que là, alors je cherche le passage, excusez-moi, voilà, je vais vous lire ça. Donc, tout commence par le jeu. Comme je disais tout à l'heure, Lila veut changer le rayon, mais et en même temps, comment faire? Eh ben, peut-être que l'écriture peut être un moyen. D'ailleurs, elle écrit une première nouvelle, la Fée bleue, qu'après elle va détruire. Mais tout commence par le jeu. Pourquoi? Ben parce que quand on ne peut pas quitter un rayon, quand on ne peut pas, s'échapper, comment on fait pour rendre supportable la réalité? Eh bien, on se confie au jeu, justement. On ne peut pas faire autrement. On peut créer des conditions pour le regarder à distance et essayer de faire quelque chose. Et donc, là, ce qu'elle dit, Elena, c'est très bien dit. Il y avait une part d'insoutenable dans les choses, les gens, les immeubles et les rues. Il fallait tout réinventer, comme dans un jeu, pour que cela devienne supportable. L'essentiel, toutefois, c'était de savoir jouer. Et elle et moi, personne d'autre, nous savions le faire. Et c'est ce jeu-là qui va rester. Tout va être un jeu. Tout commence d'ailleurs par la poupée. Tout commence par la poupée. L'amitié commence justement quand finalement l'une jette la poupée, ben, l'autre fait exactement la même chose. À partir de là, ce rapport de force et d'amitié en même temps va être le leitmotiv des 4 volumes. Alors on peut voir l'image numéro 3 et à sa suite l'image numéro 5 où on voit Lila et Elena sur un banc, voilà. Là qui représente complètement en fait cette relation d'amitié à égalité mais avec des différences de parcours. C'est ça, relation d'amitié, relation et là on voit la lecture. Pourquoi? Parce qu'après le jeu, justement, autre chose. Donc, comment on fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comment on fait pour rendre déjà une réalité plus vivable? Eh bien, il faut inventer, il faut faire recours à l'imaginaire. Faire recours à l'imaginaire, ça veut dire aussi faire recours à l'évasion, ça veut dire lire. La lecture qui est très importante. Lina est extrêmement douée, on le sait, intellectuellement, elle peut lire même avant les enfants. Et les nus, donc Lenuccia, Elena, va être fascinée et mise à défi tout de suite par la personnalité surdouée de Lila, jusqu'à passer le reste de sa vie à tenter de percer le secret et à imiter ce que finalement Lila a vrai comme esprit supérieur. C'est-à-dire on a l'impression qu'Elena doit quand même travailler pour arriver, alors que Lila, c'est naturel chez elle. Et en même temps, encore une fois, c'est à travers la lecture, à travers la culture qu'Elena va réussir. Et c'est Lila qui la pousse à aller outre les limites, à dépasser les limites du rayon, parce qu'elle a compris dès le départ que s'il y a quelque chose qui peut les sauver, c'est la culture, c'est l'écriture. Et d'ailleurs, elle le dit dans le 4e volume, elle dit, nous maintenant on a besoin de toi, tu es devenu célèbre, tu dois écrire, tu dois faire quelque chose pour nous. Si tu veux le faire, c'est bien, si tu ne veux pas le faire, nous on le fera. Alors on va voir l'image numéro 5. Lila court et Elena suit. Alors c'est un peu la vision qu'on a de cette amitié où la narratrice, Lena, est un peu à la traîne, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est son modèle, c'est l'amie prodigieuse, donc voilà, exactement. Il faut la suivre. Et en même temps, c'est elle qui a les moyens de s'en sortir par l'éducation. Et j'ai l'impression que leur relation entre Lila et Elena est exactement à l'image qu'elles ont avec le quartier ou avec Naples. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être l'une sans l'autre, mais en même temps, elles n'arrivent pas à rester ensemble pour autant. Tout à fait. Et en même temps, c'est ça. Et c'est... Si on voit bien, c'est exactement ce que Elena Ferrante dit de Naples. Elle dit, moi, je ne peux pas, je peux même chercher la citation, elle dit très bien que, voilà, c'est ça. Donc cette métropole a connu une longue histoire de dégradation, elle dévance tous les mots italiens et je ressens toujours une grande inquiétude et en même temps c'est uniquement dans cette ville que je peux retourner pour pouvoir écrire.
c'est là où je trouve vraiment la source d'inspiration pour pouvoir écrire. Donc, elle fuit, elle dit ouvertement, je ne vis pas à Naples et je ne veux pas vivre à Naples, mais en même temps, il y a ce... Mais je ne peux pas être sans elle. Exactement. Elle non seulement ne peut pas être sans elle, elle ne peut pas faire ce qu'elle fait sans elle. Et c'est justement ce qu'a fait Elena. Elena ne peut pas écrire sans Lila. D'ailleurs, la toute première version qu'elle fait sur Didone, justement sur les visages de Didone, eh bien, quand elle a 10 sur 10, quand elle a une note importante, 10 sur 10, et que le prof le fait lire à tous les autres, c'est par ce moyen qu'elle fait la connaissance de la prof Galliani, etc. Eh bien, c'est vrai, elle est très honnête avec elle-même. Elle dit, c'est vrai que c'est moi qui ai fait cette composition, c'est pas Lila, mais tout est né de quand j'ai parlé avec Lila de Didone et qu'elle découvre que Lila avait tout lu, avait lu l'Énéide en entier. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure, Luisa Prudentino, que chaque personnage représentait une facette de Naples, mais finalement, en fait, c'est Lila Naples. Oui, ah bah oui, c'est elle. C'est plutôt elle, plutôt tout le monde a une petite part de Naples, mais c'est elle, Naples, avec tout ce qui est à la fois cultivé, génial, beau, en même temps, parfois, elle est maigre, moche, et puis on l'aime, mais en fait, on la déteste, on ne peut pas vivre sans elle, mais on a envie de la fuir. Absolument. En même temps, moi, je dirais que le 3e et le 4e volume, c'est vraiment Lila, et c'est consacré à Lila, et c'est consacré à Naples, et c'est consacré vraiment à cette vision qu'elle a de Naples, et qui est aussi extraordinaire parce que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce qu'elle va finalement développer dans le 3e et le 4e volume, c'est l'idée de cette ville qui est une ville sans amour. Et donc, une ville sans amour, finalement, elle perd son âme, et donc elle ne peut pas avoir de rédemption. Donc, c'est une ville qui va toujours rester dans le mystère, et si on n'arrive pas, justement, jusqu'à la fin, à savoir où est Lila, eh bien, ça veut dire quelque chose. Mais le grand mystère, c'est aussi le mystère d'une présence par son absence. Donc, et Naples, c'est ça chez Elena Ferrante. C'est que Naples est tout le temps là, mais il est tout le temps inexistant. Elle est absente de Naples, elle n'est pas à Naples, mais Naples reste présente chez elle. Et d'ailleurs, tout commence par l'absence de Lila. Tout commence par l'absence de Lila, voilà. Alors, vous avez parlé, Luisa Prudentino, de Didon. On va regarder l'image numéro 8 parce que ce qui est intéressant, on l'a dit dans le texte d'Elena Ferrante, c'est que c'est un texte qui est très imagé et foisonnant en termes de représentation au-delà de ces adaptations télé. Et donc, il y a ce passage, en fait, de l'Énéide. Lila a lu l'Énéide en entier et elle parle de l'amour qui unit Didon et Énée. Donc, moi, j'ai choisi cette image-là. C'est un tableau de William Turner. Donc, on est loin, c'est pas du tout une référence italienne. Donc, c'est Didon construisant Carthage ou l'ascension de l'Empire carthaginois. Ça date de 1815. Et c'est exactement, en fait, ce que dit Lila à Elena. Sans amour, une ville meurt. Et Didon n'aurait pas pu construire Carthage sans l'amour qu'elle porte à Énée et qui d'ailleurs va la tuer. Et c'est là où on retrouve ce rapport que vous avez souligné, Luisa Prudentino, entre l'amour entre deux jeunes filles, enfin l'amitié entre deux jeunes filles, et puis l'amour qu'on porte à une ville. Et ce quartier-là, il ne tient finalement que sur l'amour que les uns et les autres se portent. Et même la haine qui les attache les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on a l'impression même qu'ils aiment la haine, qu'ils se vouent les uns aux autres. Absolument. Alors, cette histoire de Didon, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire dans cette saga, parce que c'est là où on se dit, Elena Ferrante, quand même, elle a beaucoup cogité, parce que c'est le mystère aussi d'Elena Ferrante, mis à part son identité, on s'en fiche, qui sait, mais c'est le fait d'avoir une écriture qui parfois est même trop simple. Moi, quand je parle avec les gens, ils disent oui, finalement, c'est écrit de façon très simple, mais et en même temps, il y a tout le temps des images qui sortent et il y a une énorme culture et un énorme message derrière. Alors, pourquoi Didon ? Eh bien, parce que
déjà Didon et l'Énéide est très attaché au mythe de la naissance, carrément, des origines de Naples. Puisque à Naples, donc si vous avez été à Naples, il y a le Castel dell'Ovo, donc le château qui Alors moi je n'y ai pas été, je l'avoue, comme ça vous pouvez tout de suite me décrire. C'est une ville magnifique, il ne faut pas écouter Elena Ferrante, il faut y aller. Donc il y a donc le château, le Castello dell'Ovo, l'œuf, donc Ovo c'est l'œuf. Selon la légende, en dessous de ce château, il y a un œuf qui aurait été posé par Virgile, qui a écrit donc l'Énéide. Mais attention, pour Naples, Virgile, quand on pense à Naples, pensez toujours à l'Orient. Naples, Orient, double chose, une chose et l'autre, est souvent contradictoire, mais la contradiction en Orient n'existe pas. Hein. Nous, on est cartésiens, les orientaux, jamais. Donc, Virgile, vous le voyez en tant qu'écrivain, mais pour les Napolitains, c'était aussi un alchimiste, c'était le magicien. Donc il paraît que cet œuf, selon la légende, a été posé en dessous du château par Virgile. Et si jamais cet œuf un jour va se casser, eh bien, ça va entraîner la fin de Naples. Alors, je reviens maintenant. Donc déjà, il y a ça, cette idée de destin inéluctable, comme une espèce comment dirais-je, on a un risque permanent. Et d'ailleurs, on le voit dans la saga, on sent que les personnages se sentent constamment en danger. Et Ferrante le dit, quand je vivais à Naples, je me suis senti constamment en danger. Alors, je reviens maintenant à Virgile écrivain, l'Énéide. Didone, donc, accueille Énée. Et Didone est une femme très belle. Elle a refusé tous ses prétendants, et c'est une veuve. Elle a refusé tous ses prétendants par respect de la mémoire de son mari. Mais quand Énée arrive, là, c'est l'amour. Elle ne peut pas vraiment, y renoncer. Donc voilà, elle cède, mais Énée, elle n'est pas là pour l'amour. Énée, son but à lui, c'est celui d'aller fonder Rome. Donc, il renonce à l'amour de Didone et part pour accomplir son devoir, en laissant Didone profondément dans le désarroi. Désespéré d'être abandonné. Et sans amour. Alors, pourquoi Lila pense à Didone? C'est exactement ce qui lui arrive avec Stefano. Elle pensait pouvoir avoir trouvé l'amour, surtout quand il lui a parlé de la chaussure, etc. Elle pensait garder un secret, une complicité avec cet homme. Et finalement, le jour même où elle voit au pied de Michele Solara la chaussure qu'elle a construite, qu'elle a faite avec Rino, c'est là qu'elle prend ce geste comme une incroyable, insupportable trahison. Et c'est là où tout se termine chez elle, et c'est là cette image de sans amour. Et quand Didone va rencontrer Énée au royaume de l'ombre, et Énée va essayer d'avoir son pardon, etc., elle va le rejeter. Elle le rejette, donc elle va plutôt rejoindre son mari. Et c'est ce qu'effectivement Lila va faire. À partir de ce moment-là, toute communication est close. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que Lila, elle sent que c'est une femme sans amour. Toute la ville qui a été construite sur un mythe sur l'Énéide, sur Virgile, et donc sur ce mythe de Didone, femme sans amour, Naples, ça l'amène à dire que Naples est effectivement une ville sans amour, et que quand il n'y a pas d'amour, aucun autre salut n'est possible. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc le message de Lila, c'est que si on continue d'exclure l'amour de notre vie, on provoque la fin de nous-mêmes et même de nos civilisations. D'ailleurs, c'est très beau le passage dans la saga quand Helena, suite à la discussion qu'elle a eue avec Lila, a fait cette dissertation.
la prof lui demande, mais c'est quoi une ville sans amour pour toi? Elle a dit, c'est Naples, c'est l'Italie du fascisme, c'est l'Allemagne du nazisme. Elle rebondit un petit peu avec tout ce que lui a dit Lila. Et donc, elle rebondit sur le concept de... Après, c'est elle qui va élaborer tout ça, mais elle rebondit sur ce concept-là. Alors, on va continuer à parler d'amour avec l'adaptation en film par Mario Martonnet en 1995 de L'amour harcelant. Le film a pour titre français L'amour meurtri. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait adapté, mais bon, c'est un joli titre. Plus audible que L'amour harcelant en français. C'est plus audible que L'amour harcelant, même si Elena Ferrante a dit là-dessus que alors, je dirais, le titre, on va partir du titre original. Le titre italien, c'est L'amore molesto. Molesto en italien, ça veut dire harcelant, mais ça veut dire aussi quelque chose qui dérange et quelque chose qui titille, quelque part. Parce que molestare, c'est effectivement... Parce qu'on a le terme molester en français. C'est vrai. Mais il y a un truc beaucoup plus mou. Mais oui, non. C'est vraiment... molestare, c'est vraiment, d'une part, ça peut être harcelé, mais ça peut être aussi quelque chose qui recourt un peu sans arrêt, qui vous dérange. Et en même temps, c'est comme si ça vous manquait s'il n'était pas là. Donc, d'ailleurs, on parle même d'amitié harcelante entre Lila et Elena. Ce concept d'harcelant, c'est vraiment cet amour qui est très grand, qui harcèle parce qu'il est toujours là. Non pas parce qu'il vous harcèle. Il harcèle parce qu'il est toujours là. Il vous habite et vous ne pouvez pas vous en défaire. Autant dans les bons côtés que dans les mauvais côtés. C'est ça. Et c'est l'amour, justement, que Elena oppressant, alors on pourrait dire. C'est l'amour quelque part oppressant, c'est ce rapport entre elle et la mère qu'elle a tellement bien écrit dans L'amore molesto, justement, dans La mère meurtrie. Alors, entre les trois, moi je dirais que La mère meurtrie est le moins adapté, je pense. Le plus joli, mais le moins adapté. Exactement. Alors, on va regarder l'extrait numéro 2. C'est un extrait donc de L'amore molesto. Très bien. C'è Delia? Niente. Ti vedo pallida. Mi sono delle mestruazioni, vedi? Ci avremo 10 quadrate? Vabbè, arrivederci. No, va. Che peccato. Buonasera. Bene. Le chiavi dell'appartamento e te le do a casa. Va bene. Vabbè, dai, fino a macchina di bombe con! Andrete qua! Mannaggia a te, mannaggia! Ci siamo fatti vostro lacciarino! On peut voir toutes les connexions entre l'amie prodigieuse et l'amore molesto, mais il y a quelque chose de beaucoup plus frappant, en fait, je trouve, dans cet extrait. C'est la rigidité ou la dureté de cette scène où, en fait, on est assez oppressé par le bruit, par la route, voilà. par le monde. Exact. On ne comprend pas trop où on est. Exactement. Alors, donc, là, c'est le moment où Delia... Est-ce que vous pouvez juste nous dire 2 mots de L'amore molesto, nous présenter donc, juste l'intrigue? Tout à fait. Donc, l'intrigue, alors, ça commence avec, vous avez vu Delia, qui est la protagoniste, elle ne vit pas à Naples,
Elle vit à Bologne, elle a fait complètement sa vie à Bologne, et elle attend sa mère à Bologne pour fêter d'ailleurs son anniversaire, et puis sa mère ne va jamais arriver. Elle va juste avoir recevoir un coup de fil avant, un coup de fil assez bizarre où elle sent elle entend qu'elle rit, en même temps elle ne sait pas avec qui elle est, etc. Et puis on la retrouve le lendemain morte, noyée, donc dans des circonstances mystérieuses. Donc Delia, là, on la voit en train de... elle est rentrée à Naples, forcément, pour l'enterrement de sa maman, et elle va essayer, le long du film et le long du roman, elle va essayer d'en savoir un tout petit peu plus, et c'est l'occasion de revivre certains moments douloureux aussi de son enfance, le moment où elle a menti ou pas trop sur une relation extra-conjugale que sa mère aurait eue, et c'est pour ça qu'elle a été battue par son mari, etc. Donc le sentiment de culpabilité de Delia, etc. Donc voilà, donc je vous la fais bref. Et ce qui va se passer, c'est que grâce à ce séjour, Delia va se réconcilier avec son enfance et aussi avec sa mère. Alors, c'est vrai que dans cet extrait, nous avons du bruit. Vous avez aussi entendu cette musique qui est cacophone même, qui dérange, qui est tout le temps là, qui appuie sans cesse. Vous avez vu comment Delia, avec son petit tailleur gris, se confond aussi avec la réalité, avec le chaos, voilà, les murs, le chaos de Naples. Et on peut voir aussi une petite ressemblance aussi avec la Lila qui se confond avec l'Orion. Pourtant, ce n'est pas le même metteur en scène. Mais on a vraiment, si on pouvait avoir la possibilité, on dirait, stop, on va échapper de tout ça, on va échapper à tout ça. Donc c'est vraiment un peu l'état d'âme avec lequel Delia arrive à Naples en ayant quitté Bologne, qui est tranquille, qui est tout autre chose. D'ailleurs, le film débute dans son appartement. On ne voit pas la ville, mais on voit un appart vraiment débute dans la quiétude la plus absolue, calme, etc. Et après, paf, tout de suite, dès qu'elle arrive à Naples, on a ça. Mais au fur et à mesure, je pense qu'on a un deuxième extrait, n'est-ce pas? Oui, on a un deuxième extrait. Vous voulez qu'on le mette dès maintenant? Oui. Alors. Parce qu'au fur et à mesure qu'elle va progresser, on va dire, dans la remémoration de son passé, etc., et ben, elle va se libérer de l'emprise de son passé, et donc elle va enfin acquérir une certaine paisibilité, et ça va se voir d'ailleurs déjà, vous allez le voir dans le deuxième extrait, ça va se voir déjà dans sa manière d'être, dans sa manière de s'habiller. Voilà. Donc c'est l'extrait numéro 3. Alors pourquoi cet extrait? Pour voir la différence, l'émancipation pour voir de l'héroïne. La différence, comment petit à petit, déjà la musique, vous avez vu, ça n'a strictement rien à voir avec la première. C'est une musique qui est vraiment, qui est une musique traditionnelle, donc de Naples, un peu sur le mode tarantelle, etc. Donc c'est l'âme vraiment de Naples. Donc on se réconcilie déjà par ce moyen.
Après, c'est Naples, c'est un peu la Naples de Piazza Plebiscito qu'on a vu tout à l'heure. C'est une Naples beaucoup plus colorée, c'est une Naples des fleurs, c'est une Naples plus ouverte. Donc, qui fait plus touristique aussi. Qui fait à la rigueur aussi plus touristique, effectivement. Et donc, Naples, c'est ça aussi. Donc, c'est les deux. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir ce rapport conflictuel. Il n'y a rien à faire, c'est conflictuel. Donc, tout ça, toujours, contribue, encore une fois, Naples contribue à mettre en place un état d'âme, un conflit, quelque chose qui est là, qui est permanent et qui est certainement l'obsession aussi d'Elena Ferrante. Ce qu'on retrouve aussi dans ces extraits, c'est le rôle des femmes dans l'imagerie d'Elena Ferrante. C'est-à-dire que les images, les femmes sont soumises dans les images qu'elle en donne aux hommes, aux domestiques, à la mère aussi, qui est puissante et aliénante, aux hommes auxquels elles doivent se marier ou pas, ou desquels elles essayent d'échapper. Et il y a quand même ce terme très fort chez elles, des femmes, sans qu'on puisse dire non plus qu'elles soient complètement féministes. C'est-à-dire qu'il y a une forme de liberté des femmes, mais il n'y a pas non plus une théorie des femmes. Et Naples, tel qu'elle le décrit, c'est plutôt une prison pour femmes qu'un lieu d'émancipation. Oui, absolument. En même temps, c'est, comment dire, le personnage le plus important est quand même Lila, et Lila est celle qui fait quelque part un bras d'honneur aussi à tout ça. Parce que mais on est tellement étonné quand elle décide de se marier. Oui, mais on sait qu'elle a pensé justement que c'est parce que les lois, si on suit la logique du quartier, c'est que, alors, soit on échappe par l'éducation, soit on échappe par l'ascension sociale. Donc, elle décide de faire ce mariage dans ce sens, et puis elle se dit qu'avec Stefano, parce qu'elle croit, Lila, qu'elle peut faire quelque chose. Elle n'attend pas que les autres le fassent, elle n'attend pas que ce soit les hommes qui le fassent. Elle dit, je peux faire quelque chose, et avec Stefano, peut-être que je peux faire quelque chose pour m'échapper des générations précédentes, de tout ce que les générations précédentes ont fait, pour pouvoir changer quelque chose. Elle y croit. Voilà pourquoi la déception est très forte. La déception de la Lila Didon est très forte. En même temps, c'est celle qui, finalement, prend après la liberté, quelque part aussi, de disparaître et de nous laisser avec ce mystère. Donc, Naples, c'est vrai qu'elle peut être, là aussi, toujours cette ambivalence, elle peut être une prison et en même temps, elle peut être aussi un lieu qui permet la fugue, on ne sait pas où, mais qui permet la fugue. Oui, sans Naples, on ne peut pas s'échapper. Oui, d'ailleurs, Elena Ferrante, dans Frantumaglia, elle dit, la mer est toujours là, comme à vouloir témoigner qu'il faut s'échapper, qu'il faut se barrer quelque part. Et il y a donc cette idée quand même de liberté, cette fugue, cette évasion. D'ailleurs, quand Elena va à Ischia, donc à l'île d'Ischia, c'est par le biais de la mer, et c'est là qu'elle commence quelque part sa libération de l'emprise aussi de Lila, de l'emprise d'Urion, et donc sa revanche quelque part vis-à-vis de tout ça. Quelle différence de représentation y a-t-il entre l'Amore Molesto et l'Amie prodigieuse de cette représentation de Naples? Est-ce qu'on y retrouve le même Naples, et c'est le Naples d'Elena Ferrante qui est assez cohérent, ou c'est deux Naples assez différents parce que les histoires, même s'il y a des liens entre les deux, un monde et des imageries qui se retrouvent, sont quand même deux histoires assez différentes? Oui, moi je dirais que c'est le même Naples, sauf que le Naples de l'Amie prodigieuse est vraiment un Naples beaucoup plus violent. C'est vraiment, il y a beaucoup plus de dégradation, il y a beaucoup plus de... Alors que le Naples de l'amour molesto, c'est plus le Naples chaotique, le Naples du désordre qui reflète le désordre intérieur de la protagoniste, de Delia, quand elle arrive. Donc, c'est plutôt ça, moi, je dirais. La différence, elle est là. Donc, un Naples chaotique et donc psychiquement lié à Delia, alors qu'il n'y a pas de lien psychique
entre les personnages de la saga avec la ville de Naples. Depuis le début de notre conversation, et c'est aussi le thème de ce cycle qui s'y prête sur Naples, on a beaucoup identifié Elena Ferrante à cette ville. Jusqu'où on peut les identifier ou les séparer? C'est-à-dire que Elena Ferrante, vous l'avez rappelé, Luisa Prudentino dit je ne pourrais pas écrire sans Naples et en même temps j'ai fui Naples. Il y a toujours ce rapport ambivalent qui se retrouve à tous les niveaux, dans l'amitié, dans l'amour, avec cette ville, avec la violence. Et en même temps, est-ce que on est obligé de lire et de voir, d'imaginer Elena Ferrante et son univers uniquement à Naples? Moi, je trouve difficile. D'ailleurs, moi, je pense toujours une chose que dans le peu de choses qu'elle a dit d'elle-même, elle aurait pu éviter de dire qu'elle est de Naples parce que ça se voit. C'était évident. C'est la seule chose qui est évidente. Alors, au lieu de ça, elle aurait pu dire quelque chose d'autre d'elle. Enfin, ça, je rigole, mais c'est vrai que c'est ça. C'est la seule chose qu'on ressent, c'est que quand on connaît Naples, on sait parfaitement de la ville à laquelle Elena Ferrante fait référence. Elle est tellement habitée, je dirais, par Naples que ça ne peut pas être une autre ville. C'est pas possible. Donc, je trouve que vraiment, quand elle dit qu'elle ne peut pas écrire et que c'est vraiment à Naples qu'elle trouve la source première de ses écrits, je pense que c'est parce non seulement pour le décor, non seulement Naples comme toile de fond de ses romans, mais c'est Naples pour tout ce qu'elle représente, pour tous ces conflits qu'elle représente, pour toute cette ambivalence, pour toute cette complexité. Alors plutôt que d'essayer de se représenter qui est Elena Ferrante, à quoi elle ressemble, quelle est sa véritable identité, l'identifier à Naples vous semble assez plausible. Ah oui, absolument. Mais d'ailleurs, le thème de l'identité est aussi un thème extrêmement fort dans l'œuvre d'Elena Ferrante. Cette identité qui est ambivalente aussi et que parfois elle est même percée dans le mystère. Lila, on ne sait pas exactement où elle va. C'est un mystère, ça reste un mystère. Elle est présente par son absence, comme on l'a dit tout à l'heure. Et Elena Ferrante est un mystère aussi, finalement. Qui est-elle? Qui cette femme? On ne sait pas. Donc, c'est une identité qui se construit sur un ensemble de choses, un ensemble de détails qu'on peut avoir et qui, en même temps, n'est jamais une identité bien précise. Et c'est comme ça, c'est comme Naples. Vous ne pouvez pas dire de Naples, oh là là, mais quelle ville chaotique. Ah ben oui, mais enfin, quand même, il y a quand même aussi ça. C'est quand même une ville extraordinaire. Il y a la colline de Posillipo, etc. C'est quand même beau. Quand vous allez à Posillipo, vous avez un sentiment de quiétude que vous n'avez pas ailleurs. Voilà, donc on ne peut pas, c'est pour ça que j'insiste vraiment, c'est une conception orientale. La vérité au sens religieux, entre guillemets, que nous avons, la vérité unique n'existe pas. Et Naples, c'est ça. Elle incarne vraiment son âme orientale. Alors, je vous propose de finir avec une dernière image. Il y a quelques-unes qu'on n'a pas pu passer, mais comme ça, après, on vous laisse la place pour des questions. C'est l'image numéro 7. C'est une image que vous avez choisie, Luisa Prudentino. Vous allez nous expliquer pourquoi. L'image numéro 7. Voilà. Alors, on finit sur cette image. Je ne sais pas si c'est une bonne conclusion, mais... Si. C'est une très bonne conclusion parce que, vous voyez, donc, c'est cette femme qui a, avec elle, un peu tous ces débris, on ne sait pas trop. Alors, elle est tirée, pas d'un roman de Elena Ferrante, mais c'est une image qu'Elena Ferrante voulait mettre dans Frantumaglia. Frantumaglia, c'est son recueil finalement d'interviews, voilà, avec des réflexions. Quand on le lit, on a envie de percer le mystère de qui elle est. Et voilà. C'est sorti il y a quelques mois en français. Et d'ailleurs, Elena Ferrante a dit moi j'ai fait, donc c'est un recueil donc d'interviews, d'extraits d'interviews, etc. Parce qu'elle donne des interviews écrites, elle ne se montre pas, mais elle donne des interviews écrites. Et donc 2003-2007,
première édition, 2009-2011, ou 2011-2016, pardon, deuxième édition. Et c'est ce qu'elle nous donne d'elle-même. Elle dit, si vous voulez savoir plus, vous n'avez qu'à lire Frantumaglia et ça va vous suffire. Voilà, quelque part. Alors qu'en fait, ça n'apporte pas toutes les réponses. Voilà. Alors, Frantumaglia, là aussi, c'est très intéressant. Elle fait référence à sa maman quand elle dit que sa maman, quand elle était déchirée par des sentiments contradictoires, etc., disait qu'elle avait l'âme en Frantumaglia, l'esprit en Frantumaglia. Ce sont des débris, en fait, et des fragments. Hein. Et alors, tout est... donc, Frantumaglia, c'est un peu cet ouvrage aussi, c'est la forme de cet ouvrage, parce que c'est des dialogues, des extraits, etc. Et en même temps, tout est sur cette identité qui est unique et qui paraît assez solide et qui en même temps est un ensemble de différents fragments, de différents... Un peu à l'image de cette image. Exactement de cette femme. Et donc, le fait de vouloir recomposer un peu tout ça est quand même assez difficile. Et je dirais aussi que l'identité même de Frantumaglia est incertaine, quelque part, parce qu'elle va d'un récit biographique, autobiographique, grâce à tous ces dialogues, à toutes ces interviews, à quelque chose, à une critique littéraire, parce que c'est aussi un sacré livre sur le pouvoir de l'écriture. Et c'est exactement ce qu'elle veut faire dire à Lila. Et Frantumaglia, c'est vraiment ça. C'est la force de l'écriture. Et si Elena Ferrante a un message à faire passer, c'est que c'est grâce à l'écriture qu'elle arrive à finalement mettre en ordre à sa propre Frantumaglia. Et les gens, grâce à l'éducation et grâce à l'amour, pourraient aussi mettre de l'ordre dans soi-même, dans leur-même. Merci beaucoup, Louisa Prudentino. On s'arrête sur cette phrase.